Le soir du 16 décembre 1773, un groupe de 100 hommes est monté à bord de 3 navires dans le port de Boston, l'Eleanor, le Beaver et le Dartmouth. Les hommes ont mis à sac les navires, détruisant leur cargaison et jetant leurs marchandises à l'eau. Certains des hommes étaient déguisés en indiens, et tous se comportaient comme des pirates, à une exception près. Ces hommes n'agissaient non pas par désir de profit personnel, mais par volonté de faire passer un message important à une autorité dirigeante. Voyant leur peuple gouverné et taxé sans représentation législative, ces hommes agissaient par désir de défendre leur liberté et celle de leurs semblables. La Boston Tea Party fut un des premiers exemples d'Américains s'organisant pour protester et désobéir ouvertement à une loi qu'ils considéraient comme injuste. Les actions de ces hommes allèrent s'avérer être l'étincelle qui alluma le feu de la Révolution américaine. Les intérêts et motivations variés des hommes et des femmes sont souvent opposés de manière explosive et conflictuelle. La loi de la foule a souvent conduit les hommes sur des chemins divergents. Dans certains cas, de nouvelles nations se forment, dans d'autres, ces mêmes nations sont déchirées. Rejoignez-nous alors que nous examinons les motivations, les causes et les effets des gangs, des gangsters et de la mafia. Dans les îles des Caraïbes, les colonies et l'Amérique coloniale du début des années 1700, les pirates menaçaient aussi bien les navires marchands que militaires, pillant la cargaison des navires, tuant leur équipage et écoulant ces navires eux-mêmes. Entre 1700 et 1720 commença la période connue sous le nom d'âge d'or de la piraterie. L'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et d'autres nations européennes possédaient des colonies et des ports dans les Caraïbes et les Amériques durant ces années qui se révélèrent tumultueuses dans leurs pays d'origine respectifs. Pendant que l'Europe était en guerre, la violence toucha aussi le Nouveau Monde. Les navires de guerre et les navires marchands étaient pillés et détruits, et les marins naufragés se tournèrent rapidement vers la piraterie, tant par la durée de leur activité que par le nombre impressionnant de navires capturés. Bartholomew Roberts fut l'un des pirates les plus prospères de cet âge d'or. Roberts était 3e officier sur un navire négrier, la Princesse, lorsque, en 1719, le navire fut capturé au large de la Côte de l'Or, en Afrique, par des pirates sous la direction du capitaine Howell. Davis découvrit chez Roberts un talent pour la navigation et commença à consulter son prisonnier sur ces questions. Roberts hésitait à rejoindre l'équipage pirate et, selon les témoignages, il était abstinent, préférant thé et café au rhum et à la bière. Cependant, lorsque Roberts vit l'équité, la démocratie et le partage des richesses qui régnaient à bord du navire pirate, choses absentes dans la marine britannique, il changea d'avis. Dans un service honorifique, il y a peu de commentaires, de bas salaires et un travail pénible dans cette abondance et sécurité, plaisir et facilité, liberté et pouvoir. Il savait que ça ne compenserait pas ces avantages. Quand tout est risqué, tenter sa chance n'entraîne parfois que quelques regards mauvais. C'est étouffant. Oui, une vie joyeuse et courte sera ma devise. Quelques semaines plus tard, le navire pirate Royal Rover fut attaqué par la marine portugaise et le capitaine Davis fut tué.
Lorsque vint le moment d'élire un nouveau capitaine, l'équipage choisit Bartholomew. Roberts, selon l'histoire générale des pirates, répondit « Puisque j'ai déjà trempé mes mains dans l'eau boueuse. » Je dois être un pirate. Il vaut mieux être un commandant qu'un homme ordinaire. Moins de 6 semaines après sa capture, Roberts devint capitaine du navire pirate Rover. Roberts semblait destiné à la piraterie, et l'histoire le surnomma Capitaine Bartholomew le Noir. Il mena son équipage à travers des aventures dans les eaux traîtresses du Brésil, de Terre-Neuve et des Caraïbes de 1719 à 1721, repoussant une armada de navires portugais et paralysant le commerce en capturant, pillant et détruisant tout navire richement chargé. Assez malchanceux pour naviguer dans les Indes occidentales, il n'était pas seul, en plus des batailles pour le territoire, aussi bien dans les Indes occidentales qu'en Europe. Des lettres de marque autorisaient en tout navire volontaire à capturer des navires ennemis avec l'appui du gouvernement. Pendant la guerre de succession d'Espagne, des flottes de corsaires espagnols, français et anglais se sont affrontées dans les Caraïbes et au large des côtes d'Amérique du Sud. Les cibles privilégiées étaient les flottes de trésors espagnoles et portugaises, ainsi que les colonies disséminées dans les îles, qui étaient souvent pillées pour leurs biens et objets de valeur ou retenues contre rançon pour des esclaves. Ainsi, pour favoriser les plantations des colonies des vainqueurs dans le Nouveau Monde, cette forme de piraterie légale fut utilisée plus tard pendant la Révolution américaine, lorsque des navires privés furent autorisés à capturer des navires commerciaux et militaires britanniques, et elle fut de nouveau employée pendant la guerre de sécession. À la fin de la guerre de sécession en Amérique, le gouvernement exécutif entreprit le blocus de plus de 3000 miles de côte, et bien que rien ne puisse surpasser l'énergie et l'activité des officiers de marine ainsi employés, les résultats furent très insatisfaisants. En effet, ce n'est qu'après la prise de possession absolue des forts à l'entrée des grands ports, tels que Charleston, Mobile et Wilmington, que la contrebande de blocus fut stoppée. 4 des 6 petits navires rapides, équipés en Angleterre ou à New York, réussirent à échapper à la vigilance des croiseurs. La guerre a clairement duré bien plus longtemps, parfois des années, à cause des fournitures, vêtements et provisions, introduites dans les États du Sud par cette méthode. Auguste Charles Hobart Hampton était un capitaine britannique à la retraite qui commandait un navire de rupture de blocus pendant la guerre de sécession. Il a écrit sur ses exploits dans sa biographie et dans un ouvrage intitulé « Jamais attrapé », sous le pseudonyme de Capitaine Roberts, qui pourrait avoir été une allusion au célèbre pirate capitaine Bartholomew Roberts. Il aurait franchi le blocus plus de 15 fois, transportant avec succès des marchandises essentielles d'Angleterre vers les ports du Sud sous blocus, y compris des armes. La cargaison du navire comprenait couvertures, chaussures, marchandises de Manchester et quelques caisses mystérieuses. Du matériel marqué dont personne ne questionnait, mais que les autorités militaires saisissaient. Bien que les capitaines de bateaux à vapeur originaires du sud des États-Unis soient un préféré pour ce travail, de nombreux officiers britanniques à la retraite ou en congé furent engagés en quête d'aventure et de profit. L'entreprise était pleine de dangers et Hobart Hampton et son équipage échappèrent de justesse à la détection des forces de l'Union à plusieurs reprises. Durant la formation et les débuts des États-Unis d'Amérique du XVIIIe au début du XXe siècle, des hommes et des femmes à travers tout le pays ont contourné les lois et les mœurs de leur société avec des intentions aussi bien nobles que moins honorables. Certains se sont même livrés à ce que nous qualifierions aujourd'hui d'actes terroristes. Dans les jours précédant la guerre de sécession, les États-Unis sont devenus un champ de bataille d'idées, de nombreux Américains étant en désaccord les uns avec les autres sur une question, l'esclavage.
Le lundi 26 mai après-midi, un homme est arrivé à Liberty Hill sur un cheval en sueur et a annoncé « 5 hommes ont été tués sur la Potawatomi, atrocement mutilés ». Ils disent que c'est le vieux John Brown qui l'a fait. En l'apprenant, j'ai eu peur que ce soit vrai et ce fut le choc le plus terrible de ma vie. Mais mon frère Gene avait un avis différent. Le lendemain, alors que nous étions du côté est de Middle Creek, j'ai demandé « Père, as-tu eu quelque chose à voir avec ces meurtres ?» Jason Brown a écrit au sujet de son père, John Brown, et des conséquences d'un incident qui allait changer à jamais la vie de la famille Brown. Abolitionniste convaincu, John Brown a mené plusieurs attaques contre des propriétaires d'esclaves et des partisans de l'esclavage de 1856 à 1859. Beaucoup de ces batailles eurent lieu dans l'État du Kansas pendant une période précédant la guerre de sécession, qui allait être connue sous le nom de Kansas ensanglanté. Le 21 mai 1856, une foule de plus de 300 personnes menée par le shérif d'un comté voisin attaqua la colonie de Lawrence qui avait été fondée, habitée et gouvernée par des partisans de l'abolition de l'esclavage. Furieux de ce bain de sang, John Brown se mit en route pour Lawrence et, en chemin, s'empara des maisons de 2 partisans de l'esclavage, les massacrant ainsi que leurs familles et leurs invités. John Brown Jr. demanda à son père s'il avait eu une quelconque implication dans l'incident. Il répondit « Je ne l'ai pas fait. Mais je ne prétends pas dire qu'ils n'ont pas été tués sur mon ordre. Et ce faisant, je crois que je rendais service à Dieu. » Ma femme prit la parole et dit « Alors, capitaine, vous pensez que Dieu vous utilise comme un instrument entre ses mains pour tuer des hommes ?» Brown répondit « Je pense qu'il m'a utilisé comme un instrument pour tuer des hommes, et si je vis, je pense qu'il m'utilisera comme un instrument pour en tuer beaucoup d'autres. » Les attaques à travers le Kansas et dans d'autres régions, y compris une révolte d'esclaves ratée menée par Brown à Harper's Ferry, en Virginie, qui a conduit à la capture et à l'exécution de John Brown, n'ont guère apaisé l'inquiétude dans le pays. La violence des foules n'a fait qu'engendrer plus de violence. Le sang versé n'a fait qu'approfondir le fossé entre les 2 camps, et bientôt le pays s'est retrouvé plongé dans la guerre civile. Il y a environ 10 jours, je me suis couché très tard. J'étais resté éveillé en attendant d'importants messages du front. Je n'avais pas dû rester longtemps au lit avant de sombrer dans le sommeil, car j'étais fatigué. Je me mis à rêver. Un silence de mort régnait autour de moi. J'ai alors entendu des sanglots étouffés, comme si plusieurs pleuraient. J'ai cru quitter mon lit et errer au rez-de-chaussée. Là, le silence était brisé par les mêmes sanglots pitoyables, mais les personnes en deuil étaient invisibles. Je suis allé de pièce en pièce, sans voir personne, mais j'entendais toujours les mêmes sons plaintifs en avançant. Je voyais de la lumière dans toutes les pièces, chaque objet m'était familier. Mais où étaient toutes les personnes qui pleuraient, comme si leur cœur allait se briser ? J'étais perplexe et inquiet. Que pouvait bien signifier tout cela ? Déterminé à comprendre la cause de cette situation mystérieuse et choquante, j'ai continué jusqu'à la salle est, où je suis entré. Et là, j'ai eu une surprise écœurante. Devant moi, un catafalque portait un cadavre enveloppé d'habits funéraires. Des soldats faisaient office de garde autour de lui. Une foule regardait tristement le cadavre au visage couvert, d'autres pleuraient. Qui était mort à la Maison-Blanche ? J'ai demandé à l'un des soldats. « Le président », m'a-t-il répondu. « Il a été tué par un assassin. » 3 jours avant que le président Abraham Lincoln ne soit assassiné. Il a raconté à un ami ce qui allait devenir un rêve prophétique accompli. Le 14 avril 1865, John Wilkes Booth, furieux à l'idée que les esclaves affranchis deviennent citoyens américains, s'est mobilisé pour assassiner le président des États-Unis.
Le complot est né d'une tentative antérieure d'enlever le président en échange de la libération de soldats confédérés. Lorsque Booth apprit la reddition des confédérés et l'émancipation qui s'ensuivit des esclaves, il décida qu'il fallait faire quelque chose de radical pour la cause de la Confédération. Dans un complot qui visait également à tuer le vice-président Andrew Johnson et le secrétaire d'État William Seward. Booth, un acteur très connu à l'époque, entra dans le théâtre Ford avec un pistolet Derringer dans la soirée du 14. Après le tournant du XIXe siècle et la révolution industrielle, un grand nombre de personnes ont immigré aux États-Unis depuis l'étranger. L'essor des grandes entreprises a conduit à ce que l'Amérique soit perçue comme une terre d'opportunités pour beaucoup, et ce, de nombreuses façons. C'est ainsi que des millions de personnes et de familles ont afflué par Ellis Island et se sont dispersées à travers le pays. Des millions d'autres, qui étaient déjà nés et avaient grandi en Amérique, ont commencé à développer une méfiance envers les étrangers, qu'ils considéraient en un comme prenant les emplois et d'autres opportunités aux travailleurs américains. Tout au long de 1919 et 1920, les journaux étaient remplis d'histoires d'attentats anarchistes. En juin 1919, 8 bombes ont été envoyées à divers membres du Congrès et à d'autres responsables publics, tous ayant soutenu les lois anti-sédition et l'expulsion de tout immigrant soupçonné de crimes ou d'association avec des mouvements illégaux. Chacune des bombes était accompagnée d'un pamphlet portant la déclaration de guerre suivante. Guerre, guerre de classe. Et vous avez été les premiers à la mener sous le couvert des puissantes institutions que vous appelez l'ordre dans l'obscurité de vos lois. Il faudra qu'il y ait du sang versé, nous n'esquiverons pas. Il faudra qu'il y ait des meurtres, nous tuerons parce que c'est nécessaire. Il faudra qu'il y ait de la destruction, nous détruirons pour débarrasser le monde de vos institutions tyranniques. La plus célèbre de ces attaques a eu lieu le 16 septembre 1920. À midi, une charrette tirée par un cheval a traversé la foule de Wall Street et des travailleurs allant déjeuner. La charrette était piégée avec des explosifs et, lorsqu'elle a explosé, elle a fait 38 morts et plus de 100 blessés. On pensait que l'attentat était lié aux troubles sociaux survenus après la Première Guerre mondiale, aux luttes ouvrières et à l'agitation anticapitaliste aux États-Unis. Et il a été largement attribué aux Galéanistes, un groupe d'anarchistes italiens qui avait été reconnu responsable des attaques précédentes. La violence n'a rien changé, ne faisant qu'accroître la méfiance envers les immigrés et toute personne associée à une organisation socialiste ou communiste, aussi inoffensive soit-elle. Les préjugés contre les étrangers et les radicaux ont été utilisés non seulement par ceux qui voulaient perpétuer la peur rouge, mais aussi par ceux qui luttaient pour la prohibition de l'alcool aux États-Unis, ce qui fut sans doute l'événement clé dans la naissance du crime organisé moderne aux États-Unis. L'honneur d'inaugurer le mouvement de la prohibition revient aux États-Unis au XIXe siècle. Le conflit était imminent à la fin du XVIIIe siècle, mais les hommes étaient fascinés par l'ampleur de ses proportions. Le mouvement est né d'un besoin urgent. L'ivrognerie marquait les débuts de la République américaine. Deux facteurs se sont combinés pour aggraver cette situation nationale. 7 années de guerre, avec leurs influences démoralisantes, avaient conduit de nombreux dirigeants influents à adopter des habitudes dangereuses et dégradantes. L'exemple des hauts responsables a rapidement été suivi par la base. L'importation et la fabrication accrue de spiritueux distillés ont offert des substituts plus dangereux aux boissons fermentées, boissons ordinaires du peuple. Peu à peu, la nation s'était installée dans une paresse d'ivrognerie, dont il est difficile aujourd'hui de se faire une idée précise. Matt S. Hughes a publié La logique de la prohibition en 1915, qui comprenait l'argumentaire en faveur de la prohibition, ainsi qu'une brève histoire du mouvement en Amérique. Frances Willard, la deuxième présidente de l'Union chrétienne des femmes pour la tempérance, a affirmé que le but de l'organisation était
de créer une union de femmes de toute confession, dans le but d'éduquer les jeunes, de former une meilleure opinion publique, de réformer les classes buveuses, de transformer par la grâce divine ceux qui sont asservis par l'alcool et de faire disparaître les débits de boissons de nos rues par la loi. Cependant, les objectifs soi-disant nobles de l'organisation étaient souvent minés par des sentiments de jalousie ouverte et de méfiance envers les immigrés et autres minorités. Un sentiment qui n'était en rien propre à l'UCTF. La montée des organisations syndicales légitimes ainsi que des groupes anarchistes radicaux a contribué à une peur et une aversion nationale envers tout ce qui était perçu comme non-américain. Les analphabètes étrangers règnent aujourd'hui sur nos villes. Le saloon est leur palais et le bâton à taudis leur sceptre. Il n'est pas juste qu'ils votent. Hughes a poursuivi dans la logique de la prohibition en présentant des études et des sondages d'opinion publique en faveur de la prohibition aux États-Unis. En plus de ses tentatives de discréditer les Wets, comme on appelait ceux qui s'opposaient à la prohibition, dans ce qui deviendrait un passage ironique, Hughes a tourné en dérision ceux qui critiquaient le mépris flagrant des lois de prohibition des États. Lui et beaucoup d'autres pensaient que la corruption présente au niveau des États ne s'étendrait pas à la législature fédérale. Il s'est avéré que le contournement de ces lois d'État par les contrebandiers a servi de prototype au réseau national de criminels organisés qui allait émerger à la suite de la prohibition. As-tu déjà entendu une balle siffler ou esquiver une grenade à main? As-tu déjà vu de longues lignes de tranchées creusées par des soldats avec une pelle? As-tu déjà vu le paysage illuminé à minuit par un obus? As-tu déjà vu un flanc de colline s'embraser comme une salle des fours en enfer? As-tu déjà dormi dans une ville en ruine, sur une poutre, avec les chevaux piaffant dessous? Le matin, quand on les nourrit, tu entends les obus siffler. Tu connais le grondement des éclats d'obus. As-tu déjà joué au rat dans un abri souterrain? Tu as sûrement vu le front, non? Pendant leur moment de libre pendant la Première Guerre mondiale, dans les tranchées et autres camps, de nombreux soldats américains ont couché leurs pensées sur le papier. Ils n'ont pas seulement exposé la torture psychologique et physique de la guerre elle-même, mais on trouve aussi dans ces ballades de soldats des commentaires sur l'état du pays pour lequel ils se battaient. Tandis que le choc des idéaux continuait en Amérique, l'Europe était plongée dans la Grande Guerre. Les États-Unis ont choisi de rester neutres, cherchant à encourager la paix entre les nations européennes en guerre. Lorsqu'un sous-marin allemand a coulé le paquebot britannique Lusitania et a continué d'attaquer des navires de passagers et de commerce. Malgré la déclaration du président Woodrow Wilson selon laquelle la guerre sous-marine à outrance ne serait pas tolérée, les États-Unis n'ont eu d'autre choix que d'entrer en guerre. William Brown, de la compagnie F du 9e régiment d'infanterie de la 2e division des forces expéditionnaires américaines, a écrit sur la routine abrutissante de la vie militaire et sur l'expérience du combat pendant la Grande Guerre. Quand les troupes partent au combat, la tension est telle qu'une blessure survient souvent comme un soulagement. J'ai vu des hommes tués sur le coup rester dans la même position accroupis, assis ou agenouillés qu'au moment où ils ont été touchés. Leurs muscles et nerfs étaient si tendus que même la mort n'a pas apporté de soulagement. Les corps tombaient au moindre contact, conservant toujours la même position. Des garçons aux jambes brisées suppliaient leurs camarades de les achever. Je me souviendrai toujours comment ils suppliaient. Un matin, lors d'une avancée, nous sommes passés devant l'un d'eux, puis revenus la nuit suivante par un autre chemin au même endroit. Le lendemain matin, nous avons retrouvé ce même soldat mort, une balle dans la tête, mais nous n'avons jamais su s'il s'était suicidé ou si une patrouille allemande l'avait abattu pendant la nuit. Son livre « Les aventures d'un doughboy américain » décrivait également le bouleversement terrible des sens et des émotions vécus sur le champ de bataille.
alors que nos garçons combattaient et mouraient au front pour défendre la liberté des alliés européens de l'Amérique. Des groupes civiques et des législateurs restés au pays œuvraient toujours à inscrire la prohibition dans la Constitution des États-Unis, réduisant ainsi les libertés sur le sol américain. Une autre balade de soldats abordait le sujet de la prohibition. Nous sommes fiers de toi, vieux borné, d'avoir interdit le rock'n'roll. Nous sommes fiers de toi, vieux brouillard, d'avoir voté l'État à sec. Tu as dit que tu serais avec nous jusqu'à la toute fin, tu nous as serré la main en partant, tu as dit que tu étais notre ami. Mais pendant que nous sommes en France à risquer notre vie et nos membres, tu as voté l'État à sec. Pour satisfaire ton caprice, il n'y a pas de plus grande trahison. Aucun groupe n'a eu d'héritier à raconter. Nous sommes fiers de toi, vieil esprit étroit, plus que tout. Mais nous revenons. Et même si nos rangs sont clairsemés, nous savons qu'il y aura 1 ou 2 rabat-joie qui seront sûrement écorchés. Alors rassemble tous tes amis rabat-joie quand ils seront réunis, dis-leur que les gars en France sont fiers d'eux comme pas possible. Le 29 janvier 1919, 5 mois avant la signature du traité de Versailles, le 18e amendement à la Constitution avait été ratifié par le Nebraska, le 36e des 48 États mettant ainsi la loi en vigueur. Alors que nos soldats revenaient de la guerre, épuisés mais victorieux, ils ont trouvé leur célébration entravée, comme l'a écrit un soldat. La nation s'assèche. Il n'y a aucun doute que cette mesure est bonne en ce qui me concerne, mais pour l'amour du ciel, gardez-la humide jusqu'à mon retour, jusqu'à ce que je sois démobilisé. Je veux qu'on m'offre un verre ce jour-là. Si je ne noie pas la joie dans l'alcool, elle me tuera. Et personne ne veut mourir après la guerre. Du moins, je n'en ai jamais entendu parler. L'ancien président Teddy Roosevelt s'est également exprimé sur la prohibition et sur l'effet qu'elle aurait sur l'homme du peuple. Si cette chose passe, qu'adviendra-t-il de la vie sociale? Nous savons qu'un dîner sans alcool risque d'être bien triste et de faire perdre l'art du dîner. De même, je ne sais pas comment les classes ouvrières vont accepter ce changement. Toi et moi n'avons pas besoin du saloon. Nous avons d'autres endroits où aller. Mais tu sais, et je sais que le saloon occupe une place importante. Précise dans la vie de l'habitant des immeubles. Je ne sais pas ce qu'il fera sans cela, quel substitut les réformateurs penseront pouvoir lui offrir à la place. Je ne crois pas qu'ils y aient un en pensée, ni qu'ils s'en soucient non vraiment. Bien que le 18e amendement interdise la fabrication, la distribution et la vente d'alcool, sa consommation restait légale. À cause de cela, il y avait toujours une demande publique pour les boissons fortes. Beaucoup de citoyens aisés et de tenanciers de saloons faisaient simplement des réserves d'alcool et de bière. Dans les mois précédant l'entrée en vigueur de la prohibition, les fabricants de boissons alcoolisées contournaient devant facilement les lois. Une entreprise autrefois parfaitement légitime était désormais reprise et dirigée par des hors-la-loi dont certains devinrent dangereux. Et le fait que l'application de l'amendement soit mal définie, voire inexistante, tant au niveau de l'État qu'au niveau fédéral, facilitait encore davantage la subversion de la loi. En octobre 1919, le Congrès a adopté la loi Volstead, afin de définir clairement et de faire appliquer le 18e amendement. La loi avait 3 objectifs déclarés. Premièrement, interdire les boissons enivrantes, définies comme toute boisson contenant plus de 5% d'alcool par volume. Deuxièmement, réglementer la fabrication, la vente ou le transport de boissons alcoolisées, mais pas la consommation. Et troisièmement, garantir un approvisionnement suffisant en alcool et promouvoir son utilisation dans la recherche scientifique et dans le développement de carburants, de colorants et d'autres industries et pratiques légales telles que les rituels religieux. Le président Wilson a d'abord opposé son veto à la loi, craignant les coûts, tant sociaux que financiers, qui seraient liés à l'application de ces mesures. Mais la Chambre des représentants et le Sénat ont annulé la décision de Wilson.
puisque le commerce de l'alcool restait toujours lucratif, malgré son illégalité. Les organisations criminelles ont continué à soudoyer les fonctionnaires et les agents de la loi, assurant ainsi un système de copinage politique et une criminalité institutionnalisée dans le milieu souterrain. Des personnages comme Al Capone et Tom Denison sont devenus des héros populaires et des chefs politiques comme Nucky Johnson du New Jersey sont devenus riches et puissants au-delà de toute imagination. Dans l'ensemble, la loi Volstead n'a guère servi son objectif initial. L'acceptation de l'alcool a augmenté, tout comme la méfiance envers les forces de l'ordre, souvent liées au gouvernement criminel et aux gangs du trafic d'alcool. Alors que beaucoup réclamaient initialement la prohibition, bien plus nombreux furent ceux qui commencèrent à remarquer les effets néfastes qu'elle avait sur la société américaine. Le 24 avril 1922, à l'église protestante épiscopale Sainte-Marie à Emerton, dans le Maryland, un sermon fut prêché par le révérend W.A. Crawford Frost. Sur le sujet de l'obéissance à une loi peu honorable, « Pourquoi devrions-nous obéir à une telle loi? Ne serait-il pas plus américain de traiter cette iniquité? Comme nos ancêtres ont traité le Stamp Act, non, c'est notre devoir d'y obéir. Nous n'avons pu abroger le Stamp Act, mais nous pouvons celui-ci. Des lois sur la consommation d'alcool sont nécessaires à une société ordonnée, mais elles doivent rester équitables et sensées. La consommation d'alcool doit respecter la loi. Le problème de la loi Volstead est que l'alcool continue d'être consommé sans respecter la loi. Au lieu d'alcool pur, des milliers de personnes sont empoisonnées dans tout le pays. » Certains fréquentèrent les bars clandestins ou soutenaient les contrebandiers, tandis que d'autres fabriquaient sur leurs propres réserves. Certaines sections de la loi Volstead autorisèrent la fabrication à domicile de jusqu'à 200 gallons de spiritueux enivrants, à condition que la teneur en alcool ne dépasse pas 0,5%. Comme beaucoup de dispositions de la loi, cependant, cette autorisation a été utilisée aussi bien par le criminel organisé que par le citoyen ordinaire. Pour produire des alcools de différentes sortes et en différentes quantités, dans de nombreux cas, bien sûr, le produit était de qualité et de composition douteuse. Les individus et organisations les mieux connectés importaient leur alcool du Canada. Les organisations criminelles ont mis en place un vaste réseau de contrebande d'alcool et de trafic de rhum depuis des endroits comme Glovenloch, Saskatchewan, Canada. Les gangsters et ceux cherchant un gain rapide traversèrent la frontière avec des voitures chargées de sacs de sable, puis chargeaient les voitures de caisses et tonneaux de whisky et bière. À leur retour sur le sol américain, un tonneau de bière vendu en gros au Canada ne coûtait que 24 $. Vendu en Amérique, il pouvait coûter jusqu'à 140 $. Un seul wagon d'alcool illicite pouvait rapporter près de 2500 $, soit l'équivalent de 30 000 $ actuels. Les organisations criminelles qui opérèrent dans le pays depuis le début du siècle s'occupaient principalement de prostitution, de jeux d'argent et de trafic de drogues illicites. La prohibition permettait désormais à ces organisations d'entrer dans le commerce de l'alcool. Toi, tu n'as encore rien entendu. La contrebande d'alcool enrichissait fortement les empires criminels, mais intensifiait aussi les conflits et la violence. Alors que de nombreux Américains revenaient de la Première Guerre mondiale, non seulement ils étaient privés d'une liberté personnelle, mais ils étaient désormais à l'aise avec des mitrailleuses plus récentes et plus meurtrières. Fred Keeler Burke faisait face à une accusation de faux à Saint-Louis, lorsqu'il décida de s'engager dans l'armée. Nous étions en 1917, peu de temps après que l'Amérique soit entrée dans la Première Guerre mondiale. Burke n'était pas étranger au milieu criminel, ayant fui de nombreuses villes et évité de nombreuses condamnations depuis son adolescence. Juste avant son entrée dans l'armée, Burke était membre des Rats d'Egan,
une organisation criminelle de Saint-Louis qui opérait dans la région depuis plus de 20 ans. Tom Egan, l'un des chefs et membres fondateurs du gang, avait anticipé la prohibition de l'alcool et commencé à mettre en place un réseau de contrebande et de trafic d'alcool, l'un des premiers dans le Midwest. Pendant la Première Guerre mondiale, Fred Burke a servi comme sergent de char en France. La guerre a familiarisé Burke, ainsi que des milliers d'autres soldats américains, avec les armes automatiques et semi-automatiques. Peu après la guerre, Burke est revenu à Saint-Louis et à sa vie criminelle. Après la dissolution du gang des Randegan en 1924, Burke a formé sa propre équipe de braqueurs et de tueurs, dont beaucoup avaient aussi servi pendant la Première Guerre mondiale. Comme Robert Carey, Gus Winkler et Raymond Cranach Nugent, ces hommes opéraient dans tout le Midwest, dans des villes comme Saint-Louis, Detroit et Chicago. Burke est souvent crédité d'avoir introduit la mitraillette Thompson, plus connue sous le nom de Tommy Gun, dans le milieu criminel de Détroit, ainsi qu'auprès d'autres organisations criminelles à travers le Midwest. C'était l'arme qui est non seulement devenue une icône pour les gangsters américains, mais qui a aussi été responsable des morts lors du massacre de la Saint-Valentin en 1929, un crime pour lequel Burke et ses hommes sont devenus les principaux suspects. Le règne des larmes est terminé. Les taudis ne seront bientôt plus qu'un souvenir. Nous transformerons nos prisons en usines et nos geôles en entrepôts et en greniers à maïs. Les hommes marcheront fièrement, les femmes souriront, les enfants riront. L'enfer sera alloué pour toujours. Le révérend Billy Sunday Long, un partisan de la prohibition, a prononcé ces paroles pleines d'espoir lorsque la prohibition est entrée en vigueur en 1920. Cependant, les saloons étaient loin d'appartenir au passé. Ils allaient évoluer en quelque chose qui non seulement garantirait que la demande publique d'alcool soit satisfaite pour les classes inférieures et supérieures, mais inaugurerait également une nouvelle ère de révolution culturelle indéniablement contribuée à la renommée de la musique jazz. Une autre nouveauté dans les speakeasy, qui n'existait pas dans les saloons, était la présence de femmes, auparavant cantonnées au rôle de serveuses, de barmaid ou de danseuses. Les années 1920 et les speakeasy ont apporté une nouvelle liberté aux femmes. Elles portèrent des jupes plus courtes, arboraient des coiffures plus courtes et entretenaient des relations plus brèves. Les flappers, comme on les appelait, rejetaient les normes sexuelles et sociales victoriennes attendues des femmes et menaient un mode de vie plus libre. L'image de la flappée a été immortalisée par des actrices comme Louise Brooks et des écrivains comme F. Scott Fitzgerald, qui écrivait souvent sur des personnages de flappers comme Daisy dans Gatsby le Magnifique. Alors que de nombreux groupes de femmes étaient en partisans de la tempérance et de la prohibition, beaucoup d'autres, semble-t-il, préféraient profiter des mêmes libertés que les hommes avaient connues, depuis des siècles. Les speakeasy étaient le plus souvent approvisionnés en alcool par des bandes criminelles, et de nombreux gangsters célèbres faisaient des speakeasy leurs repères et leur base d'opération. Les descentes des agents fédéraux étaient recourantes, mais malgré cela, les speakeasy se multipliaient. Lorsqu'un était fermé, plusieurs autres ouvraient. La demande du public pour l'alcool ne reflétait pas l'opinion de ceux voulant interdire la liberté de boire. Le whisky est à sa place, mais sa place, c'est l'enfer. À un moment donné, pendant la Prohibition, on estimait que la ville de New York comptait plus de 100 000 bars clandestins. Depuis la création de l'Amérique jusqu'à aujourd'hui, les citoyens ordinaires ont pris la loi entre leurs propres mains, pour le meilleur ou pour le pire. Alors que certains poursuivaient des objectifs nobles, comme ceux qui voulaient la liberté face à un régime oppressif, d'autres recherchèrent le profit et le pouvoir pour eux-mêmes, comme ceux qui volaient, pillaient et dévalisaient sur les hautes mers ou dans le milieu criminel. Alors que le pays a été façonné par les guerres, la Révolution américaine, la guerre de sécession et la Première Guerre mondiale.
Est-il étonnant que certains de ces citoyens considèrent la force comme un moyen acceptable de satisfaire leurs désirs? En même temps, est-il étonnant que ces mêmes citoyens, en particulier ces soldats qui se sont battus pour la liberté, se révoltent contre une loi qui retirait des libertés au lieu de les garantir? Qui n'étaient pas les hommes, les femmes et les organisations qui ont pris le pouvoir pendant la Prohibition? Qui étaient en soi les agents de la loi qui ont fait respecter la loi alors qu'elle devenait de plus en plus impopulaire, et qui étaient ceux qui se sont enrichis en la violant? Comment la Prohibition et la montée du crime organisé ont-elles affecté la vie des Américains et la perception de la culture américaine? Découvrez-le alors que nous poursuivons notre exploration de l'empire des gangsters et de l'ascension de la mafia. Merci de nous avoir regardés. Si vous souhaitez nous aider à produire davantage de contenu historique passionnant comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir l'histoire.